Est-ce qu'on peut analyser l'effet de l'épidémie sur la mortalité en France? Ah oui, on peut l'analyser et c'est extrêmement intéressant. Alors, l'analyse que je fais, ça n'est que les chiffres de l'INSEE, mais l'INSEE ne les analyse pas comme moi, ni vos journaux, parce que vos journaux veulent vous foutre la trouille, et que moi je veux faire de la science. D'accord? Et donc, la seule manière d'analyser la mortalité, ça n'est pas de donner des chiffres bruts en disant il y a plus de morts, parce que de toute manière, la population augmentant, il y a toujours plus de morts. C'est comme ça, il ne peut pas en être autrement. Nous avons une population mondiale qui a doublé, et donc si à terme, il ne peut pas y avoir moins de 2 fois plus de morts. C'est idiot. C'est pas parce que les gens le répètent que c'est pas idiot, c'est idiot. Donc on peut regarder ça en pourcentage de la population. Donc si on regarde en pourcentage de la population, voilà ce que nous avons. La proportion de décès, pourcentage de la population qui meurt au fur et à mesure des années. Et donc là, je vous ai marqué de 1946 à 2020, sur les chiffres qui nous sont communiqués par l'INSEE, qui seront peut-être pondérés ultérieurement. Et donc vous voyez qu'effectivement, il y a une petite remontée ici. On n'a pas l'impression que ce soit... C'est pas Hiroshima, mais ça monte un peu ici. Alors une fois qu'on a dit ça, il serait bien, mais qu'est-ce qui s'est passé en même temps? Mais en même temps que il s'est passé ça, on a eu un vieillissement considérable de la population. Alors, bien sûr, si on fait de la science, pas de la communication alarmiste, on regarde une chose extrêmement simple, puisque j'ai eu l'occasion de vous le dire, la mortalité touche dans 80 à 90% des gens qui sont très âgés ou qui ont des pathologies associées épouvantables. Et donc, si on regarde la proportion de décès chez les patients qui ont plus de 75 ans, vous voyez qu'effectivement, il s'est passé quelque chose ici, en 2020. Il y a eu une surmortalité des gens de plus de 75 ans. Déjà, quand vous passez aux plus de 65 ans, qui inclut les plus de 65 ans, la différence est franchement moins notable, voyez-vous. Et si vous passez, ça c'est la surprise du jour, aux gens qui ont moins de 65 ans, il y a eu en 2020 moins de morts qu'en 2019, 1000 morts de moins. Ça, c'est la réalité, c'est pas de la fiction, c'est pas l'excitation, c'est pas une fake news. Les spécialistes des fake news, c'est ceux qui n'aiment pas les vraies nouvelles. C'est ce que j'ai appris avec le temps et à mes dépens. Et ça, ce sont tous les chiffres que tout le monde peut s'amuser à bidouiller, que vous allez tous retrouver sur le site, qui vous permettront de regarder les choses. Tout ça, ce sont des données entièrement officielles. Simplement, l'analyse n'est pas faite parce que l'analyse va à contre-courant de cette idée que nous sommes en train de vivre une apocalypse. Donc, il faut cibler les gens qui ont plus de 65 ans qui représentent un problème, et surtout ceux de plus de 75 ans. D'accord ? Il faut s'en occuper, il faut prendre les mesures. La seule manière de faire une analyse, c'est de regarder ce qui s'est passé et d'en faire une analyse objective, fouillée, sans émotion, en prenant les chiffres qui sont vérifiables et d'essayer d'en tirer des données. Quelle évaluation peut-on faire des mesures sociales qui peuvent être prises pour lutter contre le Covid? Alors déjà, nous, on voyait sur les données qui sont produites par l'INSEE aussi, qu'il n'y a pas d'évidence que les mesures de confinement aient changé en quoi que ce soit la cinétique de l'évolution de la maladie en France. Donc clairement, au moment où on commence le confinement, c'est le moment où explose la première épidémie. Quand on commence le confinement dans la deuxième épidémie, ça ne change rien. Il y a un aspect ondulatoire qui est indépendant des mesures sociales. Mais mieux que ça, l'homme qui est le plus connu au monde sur le mode des analyses épidémiologiques, et ça à Stanford, qui s'appelle Onidis, Ioannidis. Je vous montrerai comment on repère que les gens sont les stars mondiales en regardant les citations, le nombre de citations qu'ils ont et leur H-factor. Et vous voyez, il compare les différents pays, bien qu'ils soient américains, il inclut la France qui a pris des mesures contraignantes en regardant voilà, comment a fait la Corée, comment a fait la France, l'Espagne, etc. Et à la fin, eh bien, il montre que il n'y a aucune évidence actuellement que les mesures contraignantes aient joué le moindre rôle dans le contrôle de l'épidémie
en analysant y compris la France versus la Suède, versus la Corée du Sud, versus l'Angleterre, l'Allemagne, l'Iran, l'Italie. Et donc, après, tout le monde peut avoir l'opinion qu'il a, ou je me méfie, on peut toujours sortir un exemple en disant oui, mais là, regardez, vous comparez ça et ça, mais c'est comme le jeu de cartes que je vous ai montré. On choisit ce qu'on veut, sauf que après, si on fait une analyse massive des données, on voit ce qu'est la réalité. Et la réalité, c'est que ça n'a pas d'effet visible, ça, actuellement. Donc, globalement, pour moi, c'est les 3 messages. On voit bien que la mortalité n'a pas touché les gens de moins de 65 ans, donc il faut se focaliser sur la possibilité de traiter les gens plus âgés. Il faut arrêter d'affoler la population et être prudent avec les mesures restrictives qui quand même relèvent de plus en plus de l'idéologie ou de l'opinion que de la réalité. Et enfin, il faudra du temps pour rattraper cette espèce de retard technologique épouvantable dans lequel nous sommes, y compris dans celui de la mesure des cas, parce que l'absence de contrôle et de validation de tests qui sont réalisés actuellement donne une idée très fausse de ce qu'est la réalité. Il y a une quantité de faux positifs, il y a des faux négatifs, et donc il est temps que technologiquement ce pays se mette à niveau, et pour se mettre à niveau, il faudra que les gens qui n'ont pas les outils ni la compétence se remettent au travail et apprennent l'humilité face aux gens qui nous regardent en se moquant de notre arrogance. Merci beaucoup. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour savoir qui sont les chercheurs les plus influents dans le monde en fonction du nombre de citations et du nombre d'articles qu'ils ont publiés. Alors, on recherche Webometrics, ID Cited Researchers. On ouvre. Et alors là, vous avez la liste de tous les chercheurs classés en fonction de leur H-index. Le H-index, quand on a H-index de 295, comme Ronald Kessler, c'est qu'on a au moins 295 articles publiés qui ont tous été cités au moins 295 fois. Et donc, si on recherche sur cette page Ioannidis, on voit que le professeur Ioannidis, John Ioannidis de Stanford, a un H-factor de 203, ce qui est le 60e H-factor le plus élevé. Si on cherche Didier Raoult, il est 126e avec un H-factor de 183. Et donc là, c'est des chercheurs du monde entier, quelle que soit la discipline. Didier Raoult est le 126e chercheur le plus influent selon ce classement. Et le professeur Ioannidis, donc, qui a fait l'étude sur l'efficacité des mesures sociales que le professeur Raoult vous a présenté, son professeur Ioannidis fait partie, lui, du top 100 et même 60e chercheur le plus cité et le plus influent dans le monde.